Bienvenue à tout le monde. Je vais laisser la parole pour commencer à Luciana, qui fait partie d'Albert School. Et puis, on va vous faire un petit mot d'intro court avant de passer à la partie talk. Promis, on ne va pas tenir le micro trop longtemps. En tout cas, c'est assez cool de vous voir aussi nombreuses et nombreux ici. Donc, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir si nombreux et nombreuses à Albert School aujourd'hui. Albert School, c'est une école de business et data. Donc je crois qu'on est dans le thème de la soirée. Albert School, donc, c'est une nouvelle école qui a été créée il y a 1 an et demi. Et donc on a un peu 2 objectifs. Le premier, c'est de casser la dichotomie qu'il y a en France entre école de commerce et école d'ingénieurs, en formant des talents hybrides dont toutes les entreprises que vous représentez aujourd'hui ont besoin. Et le deuxième objectif, qui est de réconcilier en France dans l'éducation l'excellence et la professionnalisation. Les entreprises sont au cœur de notre modèle académique et du parcours de nos étudiants. Donc 2 messages à vous passer brièvement ce soir. Très heureuse de discuter avec vous ce soir de vos enjeux de recrutement, de vos enjeux de formation interne et de votre intervention potentielle pour nous aider dans ce projet d'école. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là ce soir. Moi c'est Jade, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai cofondé le Women's Sales Club avec Johanna. On est vraiment très heureuse de pouvoir vous accueillir dans ce superbe lieu ce soir. Donc merci beaucoup à Albert School. Merci beaucoup à Ringover aussi, qui est notre partenaire sur cet événement, de vous proposer un super cocktail ce soir. On espère qu'après le talk, vous pourrez rester un peu et profiter de ce cocktail avec nous. Moi, je vais prendre un petit moment quand même pour vous dire rapidement qui on est, parce que je crois que dans la salle ce soir, il y a encore des gens qui ne savent pas ce qu'on fait et des femmes qui ne sont pas non plus encore sur notre espace communautaire. C'est leur premier événement pour certaines, donc c'est important de rappeler ce qu'on fait. Le Women's Sales Club, c'est né d'une rencontre entre Johanna et moi dans une équipe commerciale dans laquelle on travaillait il y a 3 ans. Pourquoi on a décidé de monter ce mouvement en février de cette année? C'est parce qu'on a fait le constat qu'il n'y avait pas assez de femmes dans nos équipes commerciales. Alors on travaillait toutes les deux dans la tech. Il n'y avait pas assez de femmes et il y avait encore moins de femmes dans nos management, dans le top management de nos équipes commerciales. Donc on a décidé de lancer ce mouvement du Women's Sales Club. Aujourd'hui, plus de 1300 femmes sont sur le Slack de la communauté. Donc si certaines qui sont là ce soir n'y sont pas encore, n'hésitez pas à venir nous voir après l'événement ou aller sur notre site internet womensalesclub.com pour vous y inscrire. Les femmes qui sont déjà sur la communauté parlent beaucoup de ce partage des outils, ce partage des tips de vente. Donc n'hésitez pas à prendre aussi votre place au sein de la communauté. Depuis février, on a organisé plusieurs événements. Des événements comme celui-là, conférences, qu'on va continuer à organiser une fois tous les trimestres. Et puis, on a organisé aussi des masterclass online, puisqu'on a une partie des femmes de la communauté qui ne sont pas à Paris. Donc, on essaye aussi de proposer des événements pour elles. Et enfin, on a aussi fait des formats workshop, par exemple avec LinkedIn, où 40 femmes ont pu profiter d'un atelier Rock Your Profile pour se mettre en avant sur le réseau. Donc, voilà ce qu'on fait depuis février. Donc, ça, c'est la partie communauté globale. Et ensuite, on a aussi une partie pour les femmes directrices commerciales qu'on appelle le Women's Sales Club for Executive. Et là, du coup, je vais plutôt laisser Johanna prendre la parole sur cette partie-là. Oui, rapidement, depuis cet été, on a lancé aussi un programme d'accompagnement à destination des dirigeantes commerciales qui fait aussi club d'affaires pour ces femmes-là qui sont de plus en plus nombreuses dans la communauté. Elles sont à peu près 15% aujourd'hui des 1300 femmes qu'on vous a citées et elles ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et puis, on aimerait surtout les mettre en avant pour permettre de créer plus de rôles modèles aussi dans nos métiers. C'est important qu'elles soient représentées et visibles surtout. Et donc ce programme, il démarrera en janvier 2024, ce programme d'accompagnement, et il concernera une 30aine de femmes pour la première promotion. Donc voilà, on fait coexister cette partie community avec vous toutes et cette partie exécutive. Et on espère que dans l'avenir, il y aura aussi d'autres programmes intermédiaires qui vont se créer pour les mid-managers, pour les plus juniors, du mentoring, des idées, on n'en manque pas, du temps un peu en ce moment. On est 2 à porter ce projet. Mais en tout cas,
On vous remercie de nous aider à construire cette communauté chaque jour. Et puis, c'est le moment où je vais laisser la parole, pour le coup, à Pauline de Sharingover. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me permets de remercier encore une fois Albert School de leur accueil. C'est la première fois que je mets les pieds ici et je trouve que le lieu est juste incroyable. Donc ça va être un bon moment passé ensemble pour cette prochaine heure. Sachez qu'après, il y a effectivement un petit drink qui vous attend. Je m'appelle donc Pauline, je suis Head of Sales Sharingover depuis 3 ans et demi. J'encadre aujourd'hui et j'anime une équipe de commerciaux. Et je suis ravie d'être là avec un thème principal qui est la data au service de la performance commerciale. Et en plus, j'ai la chance d'être entourée de femmes extrêmement inspirantes. J'ai rejoint le club Women Sales Club il y a à peu près 6 mois. Et tous les jours, j'en apprends. Enfin, je me sens riche d'enseignements, accompagnée de ces femmes à la fois powerful. Et puis, on parle pas que de travail, d'ailleurs. On parle aussi de bien-être au travail. On parle d'épanouissement de la femme au sein de la société et surtout dans l'univers tech. Et ça fait partie d'un point commun que nous avons, la tech, petit 1. Petit 2, la gestion de la donnée. Vous allez voir que ce soir, on est très orienté sur le fait d'être data-driven. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sans data, on ne peut pas prendre de décisions commerciales adéquates et adaptées par rapport à notre marché. Et puis le troisième point commun, je pense, c'est effectivement qu'on est tous extrêmement engagés et motivés pour vous partager un maximum de tips ce soir. On souhaiterait vraiment qu'il y ait de l'interaction, que vous n'hésitiez pas à poser vos questions pour que quand on ressort tous d'ici, on soit enrichis et qu'on ait envie de se retrouver une prochaine fois. Donc je vous souhaite une excellente soirée et bon talk. On s'arrête là pour les introductions. Je vais laisser la parole à Aude et puis à toutes les invitées qui vont se présenter elles-mêmes et on va démarrer le talk. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Un grand merci d'être là du coup, pour parler de la problématique de la puissance de la data au service de la performance commerciale. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire un rapide tour de table pour se présenter. Rapidement, je vais commencer. Donc moi, c'est Aude Cadio. Moi, j'ai 10 ans d'expérience dans les revenus operations, notamment chez La Fourchette, puis chez Spendesk. Et ça fait maintenant 1 an que j'ai cofondé Okobo, la première agence de revenus operations en France. Revenue Operation, c'est le pont entre le métier de commercial et les data. J'en dis pas plus parce qu'on va en parler un peu plus en détail durant le talk. Et voilà, et je vais laisser la parole à Betty. Très bien, merci. Bonsoir à tous. Vraiment ravie d'être avec vous ce soir. Moi, je suis Betty Hanen, je travaille chez Google et je suis responsable des équipes en charge des solutions de data et de mesure côté advertising. J'ai aussi une deuxième casquette qui est que pour Google France, je m'occupe des sujets de privacy dont j'essaierai de vous parler un tout petit peu parce que ça aussi, c'est lié à la data. Enchantée de vous rencontrer ce soir. Merci Betty. Moi, je suis Anna Rakiarou, je travaille chez Salesforce depuis 2 ans. Je suis responsable des programmes commerciaux, donc des programmes pour les commerciaux. Et auparavant, je travaillais dans la fonction Sales Ops pendant 8 ans. Quelque chose personnel sur moi. Moi, je suis roumaine. Ça fait 8 ans que je suis en France. Et je vais dire une anecdote parce que je trouve que c'est sympa de commencer avec une anecdote. J'ai adopté un chiot depuis 3 jours, donc je dors pas depuis 3 jours. Donc si jamais je dis des choses, voilà, c'est parce que je dors pas depuis 3 jours. J'adore. T'aurais pu emmener le chat. Mon mari voulait le prendre, mais je me suis dit dans un cas de ça va pas se faire. Ah, ça compte. Voilà, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci Anna. Du coup, moi, c'est Clémentine. Alors moi, j'œuvre dans les fonctions commerciales depuis 20 ans maintenant. Un peu plus de 12-13 ans dans les fonctions de leadership commercial. Toujours dans des très belles entreprises qui portent la data depuis très longtemps. Donc j'ai la particularité d'avoir été chez Google et chez Salesforce avant d'être chez LinkedIn. On en reparlera après la suite. Voilà, je suis aussi co-lead du groupe de représentation des femmes chez LinkedIn à Paris. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Women Sales Club d'ailleurs. Donc je suis ravie d'avoir collaboré avec elle sur cet atelier de Rock Your Profile. Et voilà, donc moi j'ai des enfants, mais ils dorment maintenant, ça ils sont grands. Voilà.
Moi, ils dorment pas, mais je ne sais pas si ça compte du coup. Et donc, je me représente encore une fois. Donc, je voulais juste vous donner effectivement quelques subtilités sur mon travail. Déjà, je suis ravie d'être entourée par vous. Ringover aujourd'hui est une société française qu'on peut considérer comme une scale-up. Donc, moi, j'ai intégré la société il y a 3 ans et demi. On était 40 collaborateurs et j'avais 2 sales. Et aujourd'hui, j'en ai 40 et on est 350 collaborateurs. Donc, ce que je veux en tout cas partager ce soir, c'est plus le vécu dans une société en hyper-croissance, avec effectivement du coup beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, et à un moment donné, l'opportunité pour nous de nous recentrer sur l'essentiel en se basant sur la data. Donc, c'est le vrai sujet de ce soir. Et pour l'information, Ringover aujourd'hui est un outil. Donc, on est éditeur de logiciels et c'est un outil SICAS. On prend toutes les interactions que vous allez avoir avec vos prospects et vos clients, que ce soit des conversations téléphoniques, visio, chat, réseaux sociaux, et on les intègre dans nos outils métiers, Salesforce en l'occurrence, puisque nous utilisons ce CRM en interne. Donc, n'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit. Merci à toutes. Moi, je suis très heureuse en tout cas d'animer cette table ronde avec des expertes de haut vol comme vous. Du coup, la thématique de ce soir, comme je le disais, c'est donc la puissance de la data au service de la performance commerciale. C'est un sujet très intéressant, mais aussi très vaste. Donc, on a décidé de faire un fil conducteur et de commencer en fait par dans un premier temps, on va parler un peu de la collecte de la data et du premier sujet qui vient en tête quand on parle de data, c'est-à-dire la data privacy. Une fois qu'on abordera ce sujet et surtout sur en fait, comment dans la performance commerciale, comment utiliser et collecter correctement cette donnée et l'utiliser à bon escient. Par la suite, ça va être, une fois qu'on a collecté cette donnée, comment on va l'utiliser au quotidien et comment en fait, la data aujourd'hui elle est démocratisée au sein des entreprises. Et donc c'est un vrai sujet de comment la récupérer, l'utiliser. Et c'est aussi pour ça que de nouveaux métiers ont émergé, tels que le rôle de Sales Operation ou Revenue Operation au sein des entreprises. Et on finira par comment, du coup, maintenant qu'on a toute cette data, comment elle peut avoir un impact positif sur la performance des équipes commerciales. Voilà, ça vous va? Très bien. Parfait. Impeccable. Merci. Bon, on connaissait le programme un petit peu avant de venir quand même. Du coup, on va commencer donc sur la partie data privacy. C'est vraiment le sujet numéro 1 qu'on peut entendre quand on parle de data, c'est comment on va collecter ces données et respecter aussi cette collecte de données. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment, justement, dans le monde commercial, on peut utiliser à bon escient cette donnée. Et je propose de donner la parole à Betsy. Très bien. Non, mais effectivement, je pense que c'est une bonne question pour commencer, parce que avant de se lancer peut-être sur les usages de la donnée au service de la performance commerciale, c'est bien de faire un petit pas de côté ou de prendre un peu de recul et de se poser la question de savoir comment cette donnée, elle est collectée. Alors on est tous d'accord, cette donnée, c'est une matière première formidable, elle a énormément de valeur, mais elle doit être collectée avec beaucoup d'attention. Et qu'est-ce que ça veut dire avec beaucoup d'attention aujourd'hui? Eh bien, ça veut dire dans le respect de ce que souhaitent les utilisateurs finaux. Je vous rappelle que les utilisateurs finaux, ça sera vos clients, vos clientes, vos consommateurs, vos consommatrices. Donc quand on est dans une logique commerciale, c'est important déjà de se poser cette question-là. Alors qu'est-ce qu'ils veulent, ces utilisateurs finaux? Nous, on s'est posé la question, ça nous intéresse énormément. Et ça fait quelques années qu'on conduit des études, notamment avec Ipsos. Et depuis 2020, 2021, voilà, pour un petit peu suivre ces tendances. Et on pose la question, on sonde des gens et on leur dit, voilà, quelle est votre attente vis-à-vis de la collecte et de l'utilisation de vos données que vous partagez avec des marques? Alors, ils nous disent des choses intéressantes et parfois un petit peu contradictoires, un peu paradoxales, mais il faut vivre avec. La première chose qu'ils nous disent, c'est, pour 80% d'entre eux, c'est qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets de la façon dont les entreprises collectent massivement leurs données, et puis comment elles vont les utiliser, puis comment elles vont les sécuriser, les protéger. Donc il y a quand même un message qu'il faut prendre en compte dans nos métiers du commerce et de la data, c'est qu'il y a quand même cette inquiétude. Et en même temps, ils nous disent, pour les 3/4 d'entre eux, que ce qu'ils attendent des marques, c'est que les marques leur proposent une expérience qui est hautement personnalisée. Alors personnalisée dans les messages, personnalisée dans la publicité, personnalisée dans les promotions, personnalisée dans les services. Alors, il n'y a pas de limite à la personnalisation. Donc ok, c'est contradictoire, mais il va falloir vivre avec. Et ces nouvelles attentes des utilisateurs aujourd'hui, eh bien, elles sont prises en compte, elles sont aussi reflétées dans la réglementation et dans les outils technologiques. Mais alors vous allez me dire, ok, mais c'est quoi le lien avec ces nouvelles attentes des utilisateurs et ma performance commerciale? Ou si j'ai des équipes commerciales, comment j'intègre ça, moi, dans mon quotidien?
En fait, le lien, il est assez fort parce que les nouvelles attentes que ces utilisateurs-là qu'on détecte, qu'ils ont envers la façon dont leurs données sont collectées, eh bien, ils les ont aussi dans la relation avec les marques. Et en fait, ça conditionne très fortement leur perception des marques. C'est pas juste, je veux juste qu'on protège mes données, c'est s'ils pensent que les marques ne protègent pas bien leurs données, ils n'auront pas confiance dans les marques. Et là, vous commencez à voir se dessiner le lien avec la performance commerciale, parce que quelqu'un qui vend, eh ben, il est aussi tributaire de la perception que la marque a, enfin que les gens ont de la marque. Et alors du coup, on s'est dit d'accord, bon, on sent bien qu'il y a un sujet, et un sujet au fond, on peut se le dire, hein, je pense de confiance. Mais est-ce qu'on ne peut pas un petit peu le qualifier? Alors la première étude qu'on avait menée avec Ipsos il y a quelques années, on l'a reconduite auprès de 20 000 personnes en Europe, et puis on a exposé à notre panel des expériences qu'on appelle de privacy, des expériences plus ou moins dégradées. Alors quand je parle d'expérience de privacy, c'est vous arrivez sur un site internet et puis voir comment la donnée, votre donnée, elle va être collectée, à quel moment, comment, le contrôle qu'on vous donne sur cette donnée. Alors on va faire un petit exercice pour rendre le truc un peu plus interactif. Je ne vais pas vous refaire toutes les questions qu'on a posées au panel, mais j'aimerais juste savoir, on va prendre un cas extrême pour commencer. Donc, imaginez, tout le monde est là, tout le monde est attentif, très bien. Comme vous voulez. Si ça vous aide à vous concentrer, moi ça me va. Imaginez, vous apprenez, souvent par voie de presse d'ailleurs, hein, c'est rarement la marque qui vous en parle, vous apprenez que les données personnelles que vous avez confiées à une marque au moment d'une transaction, au moment de la création d'un programme de fidélité, une carte de fidélité, il y a plein de moments où vous partagez de la donnée avec une marque. Imaginez que vous apprenez par voie de presse que ces données sont dans la nature parce qu'elles ont été hackées. Il y a eu un data breach. Comment vous vous sentez ? Je vois que vous vous êtes tous déconfits ou étonnés, pétrifiés. En fait, grosso modo, il y a de fortes chances, en tout cas ce que nous dit le panel, c'est que, bon, d'abord, ils vont être très inquiets, parce que mince, mais elle est partie où et qu'est-ce qu'elles vont devenir? J'ai quand même confié mes données, des données très personnelles, donc mince, mon adresse postale, parfois mon numéro de sécurité sociale, des choses lourdes, quoi. Donc souvent, les gens sont inquiets d'abord, et ensuite en colère. Et en colère, du coup, contre qui? Contre la marque, qui n'a pas su protéger les données. Donc vous allez me dire, oui, bon, alors ça, c'est pas très compliqué, on a compris, c'est un cas extrême, évidemment que c'est dommageable pour la marque. Maintenant, prenons des cas intermédiaires. Qu'est-ce qui se passe sur un cas intermédiaire? Vous allez sur le site internet d'une marque pour la première fois, et bam, vous arrivez, et la marque, tout de suite, qu'est-ce qu'elle vous demande? Votre email. Vous n'avez même pas eu le temps de naviguer. Vous ne savez même pas de quoi ça parle, et qu'est-ce qu'ils vendent. Bien, pas bien? On se pose la question. On est un peu moyen, un petit peu intrusif. Prenons un deuxième cas, c'est un site que vous connaissez, c'est une marque que vous connaissez, vous retournez sur le site de la marque, mais vous êtes tellement inondé de mails de cette marque, l'emailing un peu sauvage, vous dites, bon, ça suffit, j'aime bien cette marque, mais là c'est un petit peu excessif, je voudrais changer mes paramètres. J'en ai un petit peu marre, moi, des mails, puis j'en reçois trop, et puis tous les mois, puis un jour c'est un digest, le lendemain c'est une promo, je n'en peux plus, et vous ne trouvez pas les paramètres. Vous vous battez avec le site internet, et il n'y a pas les paramètres. Bien, pas bien, moyen? En fait, nous, ce que nous dit le panel, c'est que en fait, plus cette expérience-là, moins elle est fluide, moins elle est claire, moins elle est transparente, et bien plus ça tue le rapport à la marque. Et en France, on a quand même un Français sur deux qui est prêt de changer de préférence de marque. Il dit, bon, marque numéro 1, je t'aimais beaucoup, mais là, ça t'abuse, je passe à la marque numéro 2. Et on a quand même pas mal dans le panel qui nous disent que c'est presque aussi dommageable qu'un data breach en termes de confiance de marque. Donc ça touche la préférence de marque à la confiance de marque. Donc quand vous avez des équipes commerciales qui vont vendre vos produits à vos consommateurs futurs, en fait, ils endossent un petit peu cette réputation. Et donc c'est vraiment important d'être très attentif au sujet de la collecte. C'est la fondation, c'est le socle. Voilà, un petit peu sur la partie privacy, je pense. Mais je pense qu'il y avait... C'est hyper intéressant ce que tu dis, Betsy. Et en plus, en parallèle de cela, ça dépend ce que l'on collecte. Donc là, tu donnais quelques exemples. Nous, par exemple, pour la petite histoire chez Ringover, on va collecter toutes vos conversations téléphoniques, vos conversations visio. Mais du coup, comment est-ce que je fais quand je travaille dans une entreprise qui collecte des informations et qu'en plus, qui peuvent être des données sensibles, ou en tout cas qui peuvent, à un moment donné, être une objection de la part du consommateur vis-à-vis du produit? Ce que je veux vous dire par là, c'est que si demain vous intégrez une société, la première chose qu'il faut se demander, c'est quel type de collecte de données j'ai, et est-ce qu'il y a des objections de la part du consommateur? Nous, on en avait beaucoup. Qu'est-ce que vous faites de ces conversations? Qu'est-ce que vous faites de ces visios? Etc. Et donc, dans ce cas-là, on s'adapte au niveau du commerce. Et on se dit, OK, comment répondre au mieux à ces objections? Déjà parce qu'on est français. Je
Je vous donne des exemples. Ensuite, parce qu'on respecte le RGPD. Ensuite, parce qu'on a nos propres serveurs, parce qu'on a notre propre infrastructure, parce qu'on laisse le choix aux consommateurs d'historiser ou pas ces conversations. 1 jour, 3 jours, 1 mois, 1 an, il fait ce qu'il veut. Il est encore maître de sa donnée. Donc je pense que c'est important aussi, effectivement, de à la fois être vigilant sur ces sujets, mais aussi de rassurer notre interlocuteur. Parce que parfois, on est obligé de collecter cette donnée parce qu'elle est puissante et qu'elle va lui permettre d'avoir des statistiques, de pouvoir effectivement se pencher sur le nombre d'appels que j'ai, le service level que j'ai, etc., au niveau du téléphone, par exemple, mais aussi de la visio ou autre. Donc n'oublions pas qu'on doit être conscient des objections de notre consommateur, mais pour ça, on doit trouver un modèle commercial qui s'adapte et qui arrive avec de vrais arguments rassurants. Je voulais évoquer ce message. Merci beaucoup. Et moi, je rebondis là-dessus parce qu'on a tous envie d'aller dans cette direction, mais c'est vrai qu'on remarque aussi que ces dernières années, il y a des outils qui émergent pour justement faciliter la prospection commerciale en scrapant des données personnelles, des emails, des numéros de téléphone. Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu votre avis sur ça et sur justement comment un commercial peut jouer avec les règles du jeu durant sa prospection commerciale ? Moi, je peux répondre si tu veux, parce que je vends des solutions commerciales. Donc mes équipes s'occupent du coup de digitaliser tous les programmes de vente des grosses entreprises en France. Et en fait, on parle de quelques sociétés qui scrapent la data. Et en fait, au même titre que pendant le Covid, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait avoir de la data parce que les boutiques, elles étaient fermées, on ne connaissait pas nos consommateurs, c'était un peu embêtant. Et c'était bien, les consommateurs, ils veulent de la publicité personnalisée, mais si on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'on fait ? À ce moment-là, on a mis des canons à email à disposition des commerciaux. Et du coup, ils ont envoyé plein d'emails. Et il y avait un taux de retour dégueulasse, mais voilà, c'était pas grave. Et maintenant, on donne il y a des sociétés qui trouvent le 06, qui vont le scraper dans de la data que l'utilisateur n'a pas autorisé, en fait, n'a pas autorisé à utiliser à des fins commerciales. Et on considère que c'est normal d'appeler quelqu'un sur son téléphone portable, je dis son 06, son 07. Voilà. Mais en fait, moi, quand un numéro que je ne connais pas m'appelle, je pense que c'est le livreur Amazon. Et si c'est une société qui vient pour me proposer ses services, non seulement c'est improductif, mais en plus ça touche énormément, ça dessert énormément sa crédibilité, sa légitimité, c'est horrible, quoi. Donc j'ai pas du tout envie de travailler avec cette entreprise. Donc voilà, je pense que c'est juste mon point de vue, mais je pense que respecter effectivement l'engagement les droits que le consommateur a cédé pour avoir un service plus personnalisé, c'est vraiment hyper important. Merci beaucoup pour ton avis. Et en effet, merci à toutes les trois. Clairement, on peut vraiment dire que la collecte, dans le respect de la donnée, va vraiment dans le sens du bon développement commercial et de la performance commerciale. Maintenant, on va partir sur la deuxième thématique. On récolte plein de données de plus en plus, que ce soit pour la prospection commerciale, mais que ce soit aussi des données clients. Sur l'usage du produit que vous vendez, des services que vous vendez, ou même des habitudes de consommation. Donc il y a de plus en plus de données qui sont accessibles au sein des entreprises. On a un vrai sujet de démocratisation de la donnée. Mais aujourd'hui, est-elle réellement bien utilisée ? Et ça, c'est une vraie question. Souvent, ce n'est pas le cas, par manque de maîtrise en interne, par manque aussi d'alignement en interne. Et donc moi, je voudrais aussi avoir un peu votre opinion sur ce sujet de démocratisation de la donnée en interne. Et selon vous, qui devrait être responsable de ce sujet en interne ? Pauline ? Bon, ça ne va pas durer longtemps me concernant, mais en tout cas, chez Ringover, il y a une équipe Sales Ops. On est hyper contents qu'ils gèrent notre donnée. Et donc, du coup, on parlera de ces nouveaux métiers juste après. Ce qui est important de rappeler aussi, c'est que c'est avant tout une décision d'entreprise. C'est pas moi, Pauline, qui vais demander la donnée dont j'ai besoin, même si aujourd'hui, en l'occurrence, tous mes commerciaux sont incentivés et motivés par des KPIs, donc des indicateurs de mesure liés à l'activité, liés au pipe actuellement en cours, donc le portefeuille de clients qu'ils gèrent. Mais aujourd'hui, ça doit être top-down pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelles sont les ambitions de la société, quelles sont les datas sur lesquelles on veut s'appuyer pour pouvoir être plus productif. Et ça peut être aussi des datas qui sont liées d'ailleurs au secteur d'activité. Ça, je sais que chez Ringover, on est dans cette transition actuellement après 3 ans, parce qu'on essaie d'identifier les verticales métiers qui sont les plus probantes chez nos clients et donc chez nos prospects. Et du coup, de réorganiser toute l'équipe commerciale autour de ces verticales métiers. Mais ça, c'est de la donnée. Il faut qu'on ait cette information.
surtout que les commerciaux, les 3/4 du temps, n'ont pas forcément envie de les saisir. Donc moi, c'est vrai que dans la ligne A, agriculture, du coup, j'avais 80% de mon portefeuille CRM qui était dans le secteur d'activité de l'agriculture. Donc il faut aussi qu'on motive nos commerciaux pour saisir la bonne donnée, parce qu'on sait que derrière, il va y avoir en tout cas une vraie incidence sur la réorganisation. Donc ça doit être top-down, ça doit être un projet d'entreprise et non pas individuel. Et en parallèle de ça, il y a des équipes qui sont en train de se constituer et qui sont très puissantes. Chez nous, elles sont reliées au Chief Revenue Officer, et ça s'appelle les Sales Ops. Et aujourd'hui, leur outil principal, c'est le CRM. Elles doivent réorganiser le CRM, récolter la donnée et nous permettre d'avoir des dashboards hyper efficients pour pouvoir savoir où est-ce que j'en suis, comment je pilote mon activité, qu'est-ce que je dois mesurer, sur quoi je dois orienter mes actions. Et j'aime beaucoup cette partie parce qu'elle nous aide au quotidien. Moi qui suis manager de 40 commerciaux aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de savoir est-ce que la saisie dans le CRM est bien faite et en temps réel, et ensuite quel va être l'impact sur les KPIs. Donc heureusement qu'on a ce type d'équipe qui gère tout cela, mais c'est encore une fois un projet d'entreprise. C'est super intéressant et on sent le besoin. Pardon, si tu veux. On sent le besoin, quand je t'écoute, tu as tout à fait raison d'être exigeante comme ça pour que la donnée arrive à toi et qu'elle est déjà... Et en fait, démocratisation de la donnée, j'aime bien le terme et en même temps, ça peut paraître un peu conceptuel, alors que franchement, c'est une réalité super tangible. Quand moi je t'écoute, je me dis, ça c'est très concret. Et mais c'est pas facile en fait à mettre en place dans les entreprises. Je pense que ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Il y a vraiment une bascule à faire qui est vraiment liée tout simplement à la montée en maturité des entreprises sur la data. Et ça, je pense que vous vivez au quotidien. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières années? Je pense que les entreprises, elles ont toutes compris que la donnée, elle avait de la valeur. Bon, très bien, super. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Elles se sont dit, à qui on confie dans l'entreprise le rôle de rassembler cette donnée, qui peut être polymorphe, donc trouver les différentes sources, la rassembler, la consolider, la nettoyer, la référencer, et ensuite en faire quelque chose. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ouais, super, on a une équipe IT. Donc, on va confier à l'équipe IT le rôle de faire les architectures et aussi, et c'était ça le problème, le rôle d'utiliser, d'exploiter cette donnée à chaque fois qu'il y avait une demande des métiers, dont les équipes commerciales. Sauf que ça, qu'est-ce que ça a créé? Des goulets d'étranglement massifs. Donc, les entreprises, elles avaient beaucoup de données, mais elles ne l'utilisaient pas assez, elles n'en extrayaient pas la bonne valeur. Or, la notion de démocratisation de la donnée, c'est exactement l'inverse, en fait. L'idée, c'est amener la donnée à son point de consommation, être au plus près de son point de consommation. Ça veut dire qu'il faut laisser les équipes commerciales, ou l'ensemble des métiers, votre supply chain, ou quoi que ce soit, pouvoir accéder à la donnée sans être méga spécialiste, donc il nous faut des solutions low-code, parce que sinon c'est trop compliqué, et pour qu'ils puissent résoudre par eux-mêmes les cas d'usage qu'ils avaient, et que ça aille un tout petit peu plus vite. Et c'est vrai que c'est plus agile, c'est plus rapide. Quand on est commercial, qu'est-ce que ça fait? On comprend qu'on peut faire des analyses de portefeuille quand on a une bonne donnée, que quand tout n'est pas dans la catégorie agriculture, et qu'on a une donnée fiable, on peut faire des vraies analyses de portefeuille. Ça veut dire que pour les commerciaux, c'est une meilleure connaissance client, c'est une meilleure préparation des campagnes commerciales. Donc ça a énormément de valeur, mais c'est pas facile à mettre en place. Et comme tu le dis, je suis totalement d'accord, il y a un rôle à jouer énorme pour le top management dans cette transformation. Et si le CIO et le responsable côté métier, par exemple un CMO, moi je travaille beaucoup dans le marketing digital, se mettent pas d'accord et coopèrent pas autour d'un vrai projet d'entreprise, ça ne marche pas. Donc clairement, pas de COMEX, pas de projet, pas de stratégie et pas de démocratisation de la donnée. Ça me paraît assez évident. Super intéressant. Merci beaucoup. En effet, il y a un vrai besoin que ça vienne du top-down. Donc c'est vraiment la responsabilité de l'entreprise de prioriser ce type de sujet. En parallèle de ça, du coup, tu l'as mentionné, il y a vraiment l'émergence de nouveaux métiers qui vont aujourd'hui en fait faire le pont et le lien justement entre la connaissance métier, donc la connaissance du commercial, et la connaissance de la donnée, des process, des outils. Et ça, ce métier-là, c'est le métier de Sales Ops ou de Revenue Operation. D'ailleurs, pour la petite stat, l'année dernière, LinkedIn a sorti une étude, et en fait, aux États-Unis, c'est le métier qui a le plus de croissance depuis les 5 dernières années. Et ça, c'est une stat des États-Unis, mais clairement, ce métier, il a le vent en poupe aussi en France, et il se développe de plus en plus. Et là-dessus, je vais laisser du coup Anna expliquer plus en détail qu'est-ce que c'est le Sales Ops et pourquoi c'est devenu le business partner numéro 1 des équipes commerciales. Ouais, super, merci Aude.
Tout à fait, c'est un nouveau métier, c'est un métier émergent. On peut dire, donc tu disais qu'il y a un pourcentage énorme aux US. Ici en France, je sais que c'est plutôt nouveau comme métier. Moi, je suis roumaine, comme je disais tout à l'heure. En Roumanie, ça n'existe pas autant que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se développe et c'est vraiment une fonction qui est un game changer et c'est un vrai business partner pour la fonction commerciale, pour la direction commerciale. Qu'est-ce que c'est concrètement? Tu demandais c'est quoi exactement pas les compétences nécessairement, mais les domaines clés, les piliers essentiels de Sales Ops. Pour arriver à aider vraiment les équipes commerciales à mettre en place ces stratégies, le premier pilier, le plus important, c'est l'optimisation du processus. Donc, c'est l'équipe de Sales Ops qui va s'occuper de l'optimisation des processus de vente. Et ça, c'est extrêmement important parce que si on dit processus de vente, optimisation des processus de vente, c'est que les équipes commerciales, ils vont aller plus vite et plus loin. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup cette fonction, je l'ai fait aussi, donc je suis un peu biaisée, mais je trouve vraiment que c'est un accélérateur de revenus grâce à cette partie d'optimisation de process qui aide les équipes commerciales à aller plus vite et vraiment targeter les bons clients. Un deuxième pilier qui est extrêmement important, c'est l'analyse de data. Donc l'optimisation des process et l'analyse de data, vraiment les deux piliers les plus importants. Et l'analyse de data, comme on disait tout à l'heure, c'est les Sales Ops qui vont analyser les KPI. Et quand on parle des KPI, c'est du pipeline, c'est le churn, donc combien de clients ils ont partis, pourquoi ils ont partis, c'est quoi la durée classique de cycle de vente d'une opportunité, donc de la prospection jusqu'à la fermeture. Et donc tout ce type d'analyse vont donner des indicateurs clés qui vont aider l'équipe commerciale à mettre en place des stratégies. Donc les Sales Ops, ils vont les aider à identifier les bonnes stratégies, après de les mettre en place. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que c'est un game changer. Et parfois, il y a des entreprises qui, malheureusement, en fonction des types de collaboration qu'il y a entre la direction commerciale et les Sales Ops, ils vont voir la fonction plutôt comme un coût, comme un centre de coût qu'un accélérateur de revenus. Je crois qu'à mon avis, c'est une erreur parce que, pour tout ce que je viens de dire, c'est vraiment s'ils collaborent bien ensemble, ils vont arriver à créer une stratégie qui va aider à la croissance de l'entreprise. La troisième chose auquel je peux penser, c'est la gestion pour laquelle ils sont responsables les Sales Ops, c'est la gestion des outils technologiques. Et quand je dis outils technologiques, c'est outils technologiques qui sont utilisés par les équipes commerciales, comme par exemple Clémentine est responsable de Sales Navigator. Voilà. Le must-have du bon commercial. Le must-have du bon commercial. Les Sales Ops, ils vont s'occuper à implémenter Sales Navigator dans une entreprise. Moi, je me suis occupée à implémenter très bien. Merci, Anna. d'implémenter dans l'entreprise où j'étais. Aussi, bien sûr, Salesforce ou un autre CRM, mais on va plutôt parler de Salesforce. C'est la gestion du Salesforce. Ils sont responsables de la gestion du Salesforce. Et c'est là qu'on va parler, la gestion du Salesforce, c'est dans la même équipe avec l'automatisation des processus de vente, parce que tous les processus, ils vont être créés dans le CRM. Et donc tout ça, ça génère du revenu, on va dire indirect, mais ça génère du revenu. Et aussi, moi, ce que je faisais dans les fonctions précédentes, et je sais que c'est les Sales Ops qui sont aussi responsables, et ça, c'est tout un ensemble, c'est aussi la formation de commerciaux. Donc, c'est pas juste la mise en place de tous ces outils et ces automatismes et tout ça, mais aussi s'assurer que les commerciaux, ils les utilisent bien, parce que ça, c'est essentiel. Et donc, voilà, donc tout ça c'est sur l'umbrella de Sales Ops. Et c'est pour ça que je crois que vraiment les entreprises qui vont bien comprendre que c'est un business partner et ce n'est pas un centre de coûts, c'est les entreprises qui vont aller plus vite et ils vont accélérer le revenu.
Moi, je peux rebondir avec peut-être des exemples concrets du coup de comment est-ce que la fonction SalesOps et mes chères équipes SalesOps, c'est pas juste une fonction, et Dieu sait qu'on n'en a pas beaucoup, j'ai jamais l'impression d'avoir eu suffisamment de partenaires SalesOps dans mes cross-fonctionnel, comme on dit. Effectivement, c'est pas du tout un centre de coût. Quand on parlait de démocratisation, je pense que c'est plutôt rendre accessible la data. En fait, quand c'est l'IT, ils connaissent pas les besoins des commerciaux. Et en fait, les SalesOps savent traduire les besoins des commerciaux, donc nous donner la bonne data, les bons dashboards, les bons reporting, etc. Moi, je travaille avec eux en continu pour tout ce qui est forecast des ventes. Donc en fait, comme toutes les boîtes qui sont cotées ou qui lèvent de l'argent, etc., on doit rendre des comptes à ses actionnaires. Et donc on doit donner, par rapport aux objectifs qui ont été fixés top-down par la boîte, on doit dire où est-ce qu'on se voit atterrir. Et c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on bâtit la confiance avec ses actionnaires. Et donc moi, j'ai des indicateurs clés que me donnent les SalesOps qui sont des indicateurs historiques, qui sont pondérés par des événements macroéconomiques. Et en fait, c'est du coup une donnée qui est très top-down. Par exemple, ils vont me dire le taux de closing sur Q4 l'année dernière, c'était ça. Donc par rapport à, tu avais 100 de pipeline, tu as fait 25, donc tu avais un taux de closing de 4 l'année dernière. Ils vont me dire le cycle moyen d'une opportunité sur tel ou tel produit, il est de 3 mois, il est de 6 mois, il est de 9 mois. Donc je sais qu'à partir du moment où le pipeline est créé, je peux espérer avoir 25%, 4, 6, 9 mois après. Et donc c'est quelque chose que moi, du coup, je vais faire, on dit trianguler en fait, je ne sais pas si c'est très français, trianguler, enfin, du coup que je vais comparer avec la data que je vais du coup voir moi, que j'ai moi en visuel, en regardant ce qui est fait sur le terrain par les équipes commerciales, par mes commerciaux, par moi aussi. Et du coup, je vais avoir the magic is in the middle, comme on dit, la vérité est un petit peu entre les deux, et ça va m'aider à être beaucoup plus précise dans ce que je peux dire, quoi. C'est pas, le forecast, c'est pas juste un exercice de doigt levé au vent. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment en continu l'accompagnement que j'ai au quotidien avec SalesOps. Après, ils interviennent dans un moment très particulier aussi, qui est la constitution des books chez moi. Donc en fait, nous, on le fait de façon annuelle. Hein, ça dépend des sociétés, mais c'est souvent fait de façon annuelle. Donc on constitue des books of business pour les commerciaux en fonction de s'ils sont plutôt chasseurs, plutôt éleveurs. Les territoires vont être un petit peu différents. Mais l'idée, c'est d'avoir des territoires qui sont harmonieux, qui correspondent au segment du marché, qui correspondent à la fonction derrière, et que tout le monde ait des chances égales de réussite. Donc c'est un exercice qui est plus qu'important et sur lequel un sales manager a vraiment besoin d'être vraiment aiguillé. Et puis après ça, il y a effectivement ce que tu mentionnais. Alors souvent, ça s'appelle aussi sales programme. Donc c'est l'animation, en fait, c'est du coup l'animation de tous les programmes, des best practices, des choses que du coup cette fonction va aller chercher dans d'autres équipes, va aller regarder ce qui marche bien. Ils vont aussi nous aider sur des exercices. Chez Salesforce, Sales Programme nous aidait beaucoup sur les journées de pipe gen. Donc, en fait, on essayait de sacraliser un petit peu ça et de faire des grosses journées de pipe gen. Et en fait, c'est bien, on se met tous ensemble le même jour, on se donne des objectifs, on gamifie un petit peu le truc avec des choses à gagner derrière. Et ça marchait très très bien. Donc c'est vraiment des gens qui comprennent hyper bien notre business, qui customisent complètement tous les indicateurs et toute la data au service de la performance commerciale. Peut-être pour compléter la partie forecast, tout ce que tu dis, c'est très juste, et nous aussi, on l'a chez nous. Franchement, c'est des business partners indispensables. Et il y a un autre moment où ils interviennent beaucoup avec nos équipes, et c'est là où moi je vois que ce sont des partenaires de croissance, c'est qu'ils nous aident à identifier les opportunités. Donc effectivement, le forecast, ça s'appuie beaucoup sur des méthodes statistiques de régression qui vont plutôt regarder, interroger et un peu triturer le passé, pour un peu mieux construire l'atterrissage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, d'accord, mais quelles vont être mes prochaines poches de croissance? Et là, c'est plutôt des modèles un peu différents, du coup, d'un point de vue data, c'est plutôt du prédictif. Mais j'aime bien, moi, ce rôle des SalesOps, où ils nous disent, nous, on a une conviction, on a regardé les données, on a fait du prédictif, et voilà, là, on pense qu'il y a une poche d'opportunité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sales? Et là, le Sales fait... Alors, il va plutôt avoir tendance à dire non, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois, ce qui est normal. Et puis SalesOps, il va dire non, mais vraiment, je pense qu'on sous-performe par rapport à l'opportunité du marché. Et cette tension-là,
elle est vraiment intéressante. Elle crée quelque chose de très sain, elle tire tout le monde vers le haut, parce que le Sales Ops, il ne répond pas aux équipes commerciales, il est dans une autre organisation. Donc lui, il ne répond pas au même manager normalement dans l'organisation. Alors ça, c'est très sain. On a les équipes commerciales d'un côté, on a le Sales Ops de l'autre, et ils ont tous les deux points de vue, comme tu dis, la magie est un petit peu au milieu. Et c'est très bien qu'ils aient 2 points de vue différents et qui vont converger, et ça crée une tension sur l'analyse de l'opportunité, et après, sur l'exécution, et le fait de pouvoir capturer cette opportunité. Et moi, je trouve que cette fonction-là, elle n'est pas dans toutes les entreprises, mais elle a énormément de valeur. Et alors, du coup, ça fait des profils marrants, parce qu'ils sont à la fois analytiques, comme vous pouvez le voir avec Anna, ils sont très bons communicants aussi, et ils connaissent très bien le business. Donc, franchement, si vous sentez avoir ça en vous, allez-y, parce que franchement, c'est des super métiers, et ça, c'est en train de croître. Et je veux juste rajouter, parce que tu disais des profils, et toi Clémentine, tu disais que moi aujourd'hui je suis Sales Programs. Donc oui, hier j'étais Sales Ops Lead, aujourd'hui je suis Sales Programs. Mais en vrai, c'est à peu près le même métier. Donc c'est hyper intéressant parce que le job il va s'appeler différemment parfois. Mais les skills, c'est vraiment des transferable skills. Donc, on parle des compétences qui vont être dans une palette très, très large des jobs. Donc, c'est vraiment la palette de business operations, on va les appeler, plutôt, où on va avoir des sales ops, on va avoir des sales programs, on va avoir des revenue ops. Et ça, c'est ça que la partie la plus intéressante. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. C'était une déclaration d'amour pour les oui, sales ops. Exactement. Je me reconnais exactement là-dedans parce que c'est mon métier aussi. Donc hyper intéressant. Et justement, là, pour l'audience qui est en face de nous, Anna, est-ce que pour toi, il y a un parcours pour devenir Sales Ops? Et c'est quoi les compétences qu'il faut acquérir? J'adore. Alors, non, simple, non. Il n'y a pas un parcours, à mon avis, bien sûr, il n'y a pas un parcours unique. Il n'y a pas un chemin direct où on dit on devient Sales Ops parce qu'on a sorti de cette école. On peut faire une école de commerce et on devient Sales Ops, ou on peut se convertir de différents métiers qui ne sont pas nécessairement dans la palette Business Ops. Mais par exemple, on peut être commercial et on peut se convertir en Sales Ops ou en Business Ops. Il y a pas de problème, parce que les quelques compétences clés pour être très droit au but, comme ça qu'on dit. Une première compétence très très importante, c'est l'appétit pour des analyses de données. Effectivement, ça c'est vraiment indispensable. Il faut, même si on n'est pas très à l'aise, mais il faut aimer. Il faut vraiment aimer se pencher sur les dashboards, sur les reports, sur les analytics, parce qu'après, ce n'est pas juste faire des reporting, mais c'est aussi faire un résumé comme ça de tous ces chiffres pour extraire des insights, pour travailler après avec les équipes commerciales et leur dire « Ah, cette opportunité, peut-être que tu peux un peu l'agrandir ». Donc, nécessairement, un appétit pour l'analyse des données. La deuxième, oui, c'est par rapport au CRM et les outils technologiques. Si on a des compétences dessus, on accélère plus vite, enfin, on devient compétent dans le métier plus vite parce que c'est vraiment nécessaire. Mais encore, ça peut s'apprendre. C'est aussi si on a un appétit et on est curieux sur la technologie, parce que c'est aussi un peu technique. Et un autre auquel je peux penser, c'est la gestion du projet. Moi, quand j'étais, et même aujourd'hui, en Sales Programs, et quand j'étais Sales Ops, pour toutes ces automatisations que je parlais tout à l'heure, toutes ces optimisations de process, on travaillait en mode gestion de projet. Donc, on travaille avec ce qu'on appelle Extended Team, donc l'équipe étendue, les marketing, le solution engineer, les architectes et plein d'autres gens pour mettre en place un process, et on travaille en mode projet. Donc, une petite formation sur le project management, c'est très bien. Et autre chose que moi, personnellement, je n'ai pas eu, mais je crois que c'est un plus, c'est d'avoir été commercial, d'avoir été dans les ventes. Je crois que ça peut être un vrai atout de parler la même langue, parce qu'on aide les équipes commerciales. Donc, si on parle la même langue parce qu'on l'a déjà été, c'est vraiment un plus. Moi, je crois que j'ai bien fait mon métier, même si je n'ai pas été commercial. Mais si je ne veux même pas savoir où j'étais si je l'avais.
Donc, je crois que c'est à peu près ça. Je crois que j'ai rien oublié de mes... Voilà, je vous laisse. Ouais. Peut-être une dernière chose, parce que c'est ce qui, en tout cas, me fait penser à mon équipe Ops aujourd'hui et qui fait la différence du coup avec une équipe Sales. Je parlerai de rigueur organisationnelle, priorisation des tâches, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai même parfois... moi, j'ai tendance à aller solliciter très régulièrement mes Ops, forcément. J'ai tel besoin, j'ai telle envie, il me faut sortir telle data, finalement, on veut complètement essayer ça, il faut faire un test là-dessus. Et en général, l'Ops me regarde toujours en me disant... ça ne fait pas partie de mes priorités du Q3, Q4, peu importe, donc du trimestre. Je ne sais pas si ça vous parle, si je vous dis OKR, mais OKR, en l'occurrence, ce sont des objectifs, du coup, encore une fois, top-down, donc dictés par la société. Quand je dis dicté, c'est inspiré, pardon, par la société, et ensuite retranscrit sur les différents départements. Et donc moi, j'ai des OKR, et du coup, l'Ops me regarde souvent en me disant « ça ne fait pas partie de mes OKR du trimestre ». Et je suis là, mais c'est une urgence, il faut tout de suite s'en occuper. Donc je parlerai vraiment de rigueur organisationnelle, priorisation des tâches. Ce sont des gens qui, effectivement, sont très orientés résultats, mais qui ont un vrai processus intellectuel, méthodique. Et du coup, je pense que les sales, nous, on en manque souvent. Mais c'est pas grave, je leur laisse. Du coup, on est compétences complémentaires, je dirais. C'est pour ça que ça fonctionne. Exactement. Et je pense aussi, pour rajouter de mon expérience, être un bon Ops, c'est quelqu'un qui est aussi très proche du terrain. Donc c'est hyper important de comprendre le business, d'aller voir les sales ou d'aller voir les équipes Customer Success, les équipes qui génèrent du revenu pour comprendre leur quotidien, comprendre leurs problématiques, et ça va rajouter de la pertinence dans le job. Merci beaucoup. Donc là, on clôture la deuxième partie et il reste du coup le troisième sujet. Donc voilà, là, on a parlé de comment collecter la donnée, comment on va utiliser la donnée. Et maintenant, justement, dans cette utilisation de données, et ces dernières années, vous avez pu le voir, il y a pas mal d'outils qui ont émergé, dont des outils d'intelligence artificielle. Et donc moi, ma question, c'est aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous utilisez ? Comment utiliser l'intelligence artificielle dans la performance commerciale, dans votre prospection commerciale au quotidien? Je peux, Pauline. Du coup, nous, chez LinkedIn, on sort, je ne sais pas si vous connaissez le Digital Economic Graph, qui est en fait une représentation voilà, de la data qu'on a chez LinkedIn. Ce que montre, on a fait une étude sur du coup, l'état ça s'appelle Future of Work. En fait, donc l'État, en fait, on conduit cette étude assez régulièrement. Et en fait, le sujet de l'AI est vraiment le sujet qui remonte le plus dans le marché du travail. Et il se trouve que la troisième fonction qui est le plus facilement remplaçable, donc 59% des tâches sont remplaçables par de l'intelligence artificielle, c'est la fonction commerciale. Donc ce sont les vendeurs. Donc là, vous dites, ouh là là, oh my god, il faut que je devienne sales ops. Eh bien non, au contraire, moi je le vois comme une extraordinaire opportunité parce que nous, chez LinkedIn aussi, on s'amuse à faire des études sur le temps passé à vraiment vendre quand on est commercial. Et il se trouve que bon, les études sont un peu différentes, mais en gros, c'est 70% sur des tâches administratives et 30% sur des tâches de pure vente. Donc ça passe par renseigner son CRM, ça passe par faire de la recherche, ça passe par collecter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de tâches de faire des tickets dans Salesforce aussi. C'est un peu le quotidien de tout le monde. Et en fait, je pense, et c'est ce qu'on montre, que l'intelligence artificielle va servir vraiment à automatiser toutes ces tâches qui n'ont pas besoin de la valeur, vraiment de la valeur ajoutée relationnel d'un commercial, et le commercial pourra vraiment focuser sur apporter de la valeur à son client. Donc je vais vous prendre un exemple. On a une fonctionnalité qui s'appelle Account IQ, qui, avec de l'intelligence artificielle, quand vous regardez dans Sales Navigator l'entreprise que vous prospectez ou votre entreprise cliente, va vous sortir une petite fiche avec toutes les informations financières les plus récentes qui viennent de LinkedIn, mais qui viennent aussi d'autres sources, et elles sont indiquées, elles sont précisées en dessous. Tous les challenges que relève cette entreprise, que doit relever cette entreprise, quels sont ses objectifs business. Donc là, ça va être un digest du coup de rapport annuel que vous auriez mis peut-être 40 heures à lire, et encore en n'en comprenant pas forcément toute la quintessence, et quel est son environnement compétitif. Donc ça, c'est de l'info qui est
complètement disponible en quelques secondes grâce à du coup, de l'intelligence artificielle générative qu'on a mis dans SalesNav. Voilà un bon exemple de data au service du business. Super, merci beaucoup. Pauline, je sais que tu Je pense as... qu'on a d'autres exemples. Ah bah vas-y. Enfin, comme tu... Moi, forcément, le sujet de l'IA me passionne. Je n'y connaissais rien il y a encore 3 ans, je vous rassure. Et puis là, il y a eu le boom de ChatGPT. Alors, juste, je voudrais faire aussi un petit... Je me suis dit, allez, je vais le faire avant. Qui a déjà utilisé ChatGPT dans l'audience? Waouh, ok. Sacré claque. Donc, pas mal, du coup. Il y a encore quelques jours, quelques heures peut-être, je ne savais pas où il fallait aller. On m'a dit sur un site internet, tu rentres ton adresse mail et du coup là, tu vas pouvoir dicter des choses. Je dis mais c'est génial, envoyer des mails, etc. Bref, parce que nous, tout est automatisé chez nous et on a déjà un outil qui nous le fait. Donc j'ai même pas besoin d'avoir cette demande-là. Mais du coup, je comprends l'engouement et c'est à partir de ce boom-là de ChatGPT qu'on s'est vraiment posé des questions, alors que nous, ça fait déjà des années qu'on travaillait sur le sujet. Je rebondis sur une chose que tu as dit, Clémentine, qui est très pertinente. 59% aujourd'hui, effectivement, des sales font des tâches dites ingrate et rébarbative, parce que je pense qu'il faut clairement le dire, c'est-à-dire pas ce sur quoi on s'est engagé. Initialement, un sales, il est là pour quoi? Vendre, produire, convaincre, avoir des interactions avec des clients, pouvoir échanger au sein d'une team, être impactant, avoir de la valeur. Et aujourd'hui, effectivement, 59% d'entre eux disent que non, leur quotidien, c'est remplir un CRM, c'est saisir des données, etc. Donc le pouvoir de l'IA, c'est justement nous enlever ces tâches qui étaient rébarbatives pour nous permettre de faire ce pourquoi on est bon et ce pourquoi on est là. Donc ça, c'est le premier point pour le commercial. Le deuxième, et je parle souvent de sales augmentés, c'est que grâce à l'IA, je vais pouvoir avoir des approches plus personnalisées, gagner du temps, gagner en productivité. Mes emails sortant pour la prospection vont être rédigés et vont être plus pertinents, plus adaptés, plus personnalisés. Dans ma prospection au quotidien, je vais pouvoir aussi mieux cibler grâce à l'IA. Donc ça, c'est pour la partie sales. Et pour la partie management, maintenant, manager, donc juste il y a quelques années encore, on avait un super outil, Ringover, qui nous permet effectivement de coacher en temps réel. Ça veut dire que je prends mon micro et je peux entendre la conversation d'un de mes sales, soit avec un prospect, soit avec son consommateur final ou un client, etc. Bien sûr, tout ça, ça fait partie du deal, il le sait, il est au courant, etc. Ce qu'on appelle la double écoute ou le chuchotement. Je peux même chuchoter à son oreille pour lui dire quoi faire s'il est sur un deal complexe, s'il est face à un acheteur qui est en train de lui saigner sur les prix, etc. Mais pour ça, il faut beaucoup de temps. En fait, il faut beaucoup de temps. Et puis, du coup, quand on a une multiplicité de commerciaux qui arrivent, des nouveaux à former, des anciens à garder, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on veut garder nos talents, on ne veut pas qu'ils partent ailleurs, comment je fais pour assurer la même qualité d'approche, la même qualité de coaching, la même qualité d'accompagnement? Eh bien, je n'ai pas assez de temps, en fait, dans ma journée pour pouvoir le faire. Grâce à l'IA aujourd'hui, je peux me concentrer sur l'essentiel, voir les calls qui ont été difficiles, retrouver les conversations complexes avec l'humeur de l'interlocuteur qui n'était pas bonne, par exemple, puisqu'on fait de l'analyse aujourd'hui émotionnelle sur nos conversations. J'arrive du coup à identifier si le mood de l'appelant, il était OK, il n'était pas OK, il était mécontent, il est arrivé avec quel mood et il est reparti avec quel mood. Encore une fois, toute cette analyse-là nous permet vraiment d'avoir un sales augmenté, de pouvoir lui permettre d'être plus productif. Et moi, en tant que manager, j'ai l'impression d'avoir plus de poids quand je les accompagne. Donc, en l'occurrence, il y a aussi une autre partie qui est hyper importante à rappeler, c'est que des data, on en a toujours eu. Des milliers, des millions, voire. On n'a jamais manqué vraiment de data. Même si demain, on demande encore plus d'informations à nos consommateurs, j'ai toujours eu de la donnée. Par contre, je trouve qu'elle était soit peu, soit mal exploitée jusqu'à présent. Et comment, à partir d'une donnée qui se compte en millions, j'arrive à la mesurer et à l'analyser? C'est ça le deal en fait, et le challenge de l'IA en l'occurrence dans ce sujet, pour moi il se tourne vraiment là-dessus. J'en fais quoi de cette info? Je fais quoi de cette donnée pour rendre mon équipe plus productive? Et c'est justement parce que je vais encore une fois la retranscrire. Je vous donne un exemple concret. J'ai une conversation visio qui dure 1 heure. Bon, je suis prise, je ne peux pas aller avec mon sales sur cette visio. Ok, je sais que c'était un deal complexe pour lui et qu'il tenait beaucoup à ce que je sois présente. Bon, double pénalité, double culpabilité. Mais c'est pas grave, parce que grâce à, par exemple, donc en l'occurrence Empower, je vais avoir ensuite à la fois le résumé de cette visio, donc un résumé écrit, hyper pertinent sur les moments forts de cette visio ou de ce call, parce qu'effectivement je prends l'exemple de la visio, mais ça peut être un call. J'ai effectivement tout de suite ce résumé. Ensuite, je vais avoir l'émotion de l'interlocuteur et l'émotion de celui qui a animé. Et ensuite, j'ai même une retranscription parce que mon sales, en fait, il est espagnol. C'est fou, je parle pas espagnol, comment je fais? Et donc, je peux avoir... Et c'est ça, le pouvoir de l'IA. C'est nos limites. C'est comment je peux, moi, en tant que sales, être beaucoup plus productif et m'assurer de faire des tâches que j'aime faire en plus.
Et en tant que manager, comment j'accompagne mon équipe dans la productivité, dans le gain de temps et dans le coaching et surtout la montée en compétences. Bon, c'était un bon résumé. Qu'est-ce que je peux ajouter? Non, je suis très en ligne avec ça. Je pense que c'est fascinant ce qui est en train de se passer là. Vous êtes dans l'école et puis dans vos métiers, vous voyez bien la data. Et c'est vrai que ces modèles-là de DA, ils ne sont pas nouveaux. On en a depuis plusieurs années. On a eu quand même déjà un premier pivot en 2017, mais c'était plutôt de l'AI prédictive ou analytique. Je pense que ça, vous l'avez vécu peut-être dans vos outils. Tu as un peu évoqué des cas qui utilisent ce type d'AI. Donc c'est quoi cette AI? Elle va regarder les tendances et puis elle va commencer à projeter des prédictions. C'était très utilisé par les métiers de l'analytique, ce Sales-Up, je pense qu'on utilise beaucoup, je l'ai mentionné tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui s'est passé là en 2023? Pourquoi on en parle autant alors que ça existait depuis longtemps? C'est parce qu'on a eu un bond phénoménal dans les modèles de langage. C'est les LLM, c'est les Large Language Models. Et ces modèles de langage, ils nous font basculer, ils complètent le toolkit de l'AI, ils nous font basculer sur une AI générative. Donc c'est vrai que vous en entendez beaucoup parler, maintenant ça devient complètement galvaudé ce terme, Gen AI, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et cette fois-ci, c'est une AI qui est capable de produire, de créer. Et elle crée, et alors, le premier cas d'usage, vous l'avez toutes mentionné, c'est la productivité texte, la productivité visuelle, la productivité dans toutes ses formes. Et donc pour les sales, c'est parfait quoi. Ça écrit les mails, ça écrit les decks, ça écrit les comptes rendus, ça les résume, ça les étend, ça les traduit. Donc ça, franchement, le premier cas d'usage, vraiment cette AI, elle est en train de diffuser dans tous les outils. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça aide au quotidien. Franchement, donc moi je trouve que ce cas, après on peut tous phosphorer sur la suite, mais là aujourd'hui ça c'est très tangible. C'est des cas de productivité et ça fonctionne très bien. Donc moi je suis curieuse de voir ce que l'avenir nous réserve. Tant qu'on l'utilise avec beaucoup de responsabilité, je trouve que c'est vraiment des outils et des aides au métier, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je crois que c'est vraiment, on est sur la bonne voie. Je crois pas tous ces... On discute autour, il va prendre le métier de tout le monde, Sales Ops non plus, pas du tout. Et juste pour compléter, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, je crois qu'un autre bénéfice de ça, c'est l'augmentation de la confiance que le client va avoir dans l'entreprise. Parce que comment on va pouvoir targeter mieux, on va pouvoir, chez Salesforce par exemple, on a des compétences d'algorithmes qui montrent au commercial c'est quoi le prochain client en fonction de X, Y algorithme il doit targeter ou elle doit targeter. Ça augmente la confiance que l'entreprise a dans une marque parce que, comme on disait tout à l'heure, on est tous embêtés quand on est prospecté et en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut acheter parce qu'on n'a pas du tout besoin de ça. Les entreprises, ils sont pareils, ils n'ont pas besoin de cet outil et pourtant, ils sont targetés et contactés sur LinkedIn, etc. Et donc, ces outils vont permettre aux commerciaux d'être vraiment plus précis dans leur prospection et c'est du bénéfice, oui. Merci beaucoup d'avoir déjà hyper bien clarifié qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et d'avoir partagé des cas concrets. Clairement, je pense qu'on a tous beaucoup à faire dans les prochains mois et prochaines années à déjà utiliser ce qui existe aujourd'hui. Mais est-ce que vous arrivez déjà à avoir des tendances de demain ? Ouais, j'ai pris le micro. Tendance de demain, je pense que du coup, je pense que on est effectivement, on l'a dit, dans un monde où on a une multitude de data, mais en fait le cerveau humain, il n'est pas capable de les computer tout seul. Donc l'IA générative nous permet de produire des choses et en fait, globalement, en fait, quand on est une entreprise, on a trois enjeux. La performance, la productivité, les people. Donc, accroître la performance, augmenter la productivité, faire en sorte que les bonnes personnes fassent les bonnes choses, c'est quand même juste les objectifs principaux de l'entreprise. Je pense que, je ne sais pas si vous connaissez Matt Dixon qui a écrit The Challenger Sales, mais en général, les gens qui sont dans des carrières commerciales ont lu ça. Il a écrit un deuxième bouquin qui s'appelle The Jolt Effect, et en fait, il explique que avec toute la rationalité du monde, quand on montre qu'on va t'apporter du ROI avec une solution business, quand on va aller chez le client en lui montrant qu'il doit prendre cette solution, c'est en ligne avec tout, et bien après ça, une fois que ça c'est fait,
on passe sur la partie émotionnelle, quoi. Et en fait, la vente, elle est émotionnelle, elle est hautement relationnelle. Et c'est, en fait, moi, la conclusion, en tout cas, ou l'avenir que j'ai envie de percevoir, c'est de me dire, ça restera hyper humain, des soft skills et des choses que la Gen AI ne fera pas. Voilà. C'est bien vrai. Un grand merci, en tout cas, à toutes les quatre. On arrive au bout de la discussion. J'espère que ça vous a plu. Je pense qu'on a fait une belle overview de la collecte, l'utilisation, les nouveaux métiers et l'intelligence artificielle. On va passer maintenant à la partie Q&A. Donc, je pense qu'on va faire circuler un micro pour ceux qui ont des questions. Est-ce que quelqu'un a une question ? Déjà, merci beaucoup pour ces témoignages. Moi, j'ai une question. Alors, on est dans l'e-sales, on parle performance et c'est totalement légitime. Je vais essayer de prendre le problème d'un autre bout. Aujourd'hui, c'est des datas qui sont aussi là. C'est 3/4 des salariés qui disent « j'arrive plus à gérer mon flux entrant d'infos, de data, de voilà ». J'ai 50% des salariés qui font en sorte de passer de l'autre côté pour ne pas utiliser de la data parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce que les sales ops ne sont pas passés par là. Globalement, comment vous gérez ce côté masse de data auquel on est tous confrontés? Même si on est tous d'accord sur le fait qu'on en a besoin, il y a un vrai sujet de masse, en fait. Moi, je suis dans des boîtes américaines depuis 20 ans. Et donc, les injonctions contradictoires, c'est l'histoire de ma vie. Et bon, maintenant, je suis arrivée à un rôle où je peux challenger un petit peu les demandes entrantes. Et donc, je filtre à mort. Je filtre à mort parce que je préserve mes équipes, parce que je sais que c'est... Enfin, a day in the life of sales, c'est pas arriver faire 17 tickets, cruncher de la data. En fait, moi, les sales que je recrute, ils ont envie d'aller voir leurs clients. Ils ont envie d'arriver à bien comprendre, bien cerner leurs besoins, à créer de l'intimité avec eux, à savoir à quel moment c'est opportun pour eux dans leurs grands objectifs business, mais aussi dans leur avancée personnelle, dans leur motivation personnelle, de mettre en place des programmes de changement. Et c'est ça qui garde à la fin de la journée. Donc moi, je challenge beaucoup les demandes entrantes. Il y en a qui viennent de SalesOps, beaucoup aussi, mais en général, c'est parce que les gens du business leur ont demandé plein de trucs. Et vraiment, parfois, on a l'impression que les CEO, etc., j'ai envie de savoir ça. Bon, pourquoi, qu'est-ce que ça apporte, en fait, qu'est-ce que tu veux savoir, et très souvent, moi, je peux y répondre très simplement aussi de ma fenêtre. Et voilà. Mais je pense qu'effectivement, je suis assez d'accord. Alors moi, par exemple, je vais vous donner un tips, genre ChatGPT, moi je l'utilise parce que je reçois plein d'infos, de case studies en anglais, plein de rapports, plein d'études. Et en fait, je les mets dans ChatGPT, je lui dis, est-ce que tu peux me faire une synthèse en 200 mots en me faisant ressortir les 5 points principaux? Et en fait, en français, ouais. Et en fait, du coup, je revis, quoi. Parce que du coup, j'ai pas 11 onglets ouverts avec les 11 articles que je dois lire et les 11 études. Et ça, franchement, je pense que du coup, j'encourage vraiment tous mes sales à le faire, en leur disant, mais attends, mais ça, le truc qui te prenait 3 heures et tout, mais ça, tu le fais faire par ChatGPT. Et voilà. Et je l'encourage vraiment, et je pense vraiment qu'on va dans le bon sens. Franchement, c'est une bonne question. Pardon. Je veux juste compléter sur la partie vente. Il y a aussi une façon, je pense en tout cas, de mieux orienter la data qu'on récupère quand on est sales ou de mieux filtrer quand on est manager, c'est en se basant sur des techniques de vente. Quand je parle de techniques de vente, il y a des process de vente. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, chez Ringover, pour des comptes effectivement de petite taille, entre guillemets, petite, moyenne taille, donc ce qu'on appelle small et mid business, on est plutôt sur du BANT. Je ne sais pas si ça vous parle, cette technique qui nous permet de récupérer 4 informations principales. Donc ça va être le timing du projet, ça va être le budget, ça va être effectivement l'interlocuteur qui va être décideur, etc. Et sur Médic, donc là effectivement c'est plus pour les comptes assez significatifs, où là on rentre encore plus dans un niveau de détail assez important, on peut apporter une partie juridique, etc. Ces techniques de vente, à partir du moment où elles sont implémentées dans notre CRM, donc en l'occurrence nous dans notre CRM, on a aujourd'hui ces informations qui sont précises et qui sont mentionnées. Donc le sales s'engage à le faire, mais pas plus. Donc ça nous permet aussi de mieux monitorer la façon dont les données sont collectées. Et du coup, si l'Ops vient nous demander une information complémentaire, je lui dis que ce n'est pas dans mes OKR de Q4. Mais j'aime beaucoup cette question parce que ça aussi, c'est une réalité humaine. C'est-à-dire comment on simplifie un peu la vie des sales. C'est le tout data.
Et je pense qu'on peut aussi avoir, pour compléter, du coup, moi je suis vraiment d'accord avec ce que vous avez dit, mais on peut avoir une réponse organisationnelle et puis ensuite avoir une réponse un peu plus managériale. La réponse organisationnelle, c'est déjà de dire, bon ben, d'accord, il y a beaucoup de données, mais sélection, non, il faut la sélectionner, quoi. Enfin, stop, on arrête la frénésie sur la donnée, on va faire mieux avec moins, donc ça, il faut vraiment, c'est vrai partout. Et les sales n'ont pas besoin d'être submergés de data. Et en plus, ils ont SalesOps qui vont leur cruncher le truc, donc c'est très bien. Et donc, déjà, se réfléchir en termes de gouvernance. De quelles informations les sales ont-ils vraiment besoin dans une logique d'efficacité, c'est important. Et ils n'ont peut-être pas besoin de toutes les métriques d'adoption produit, de toute la vie du client au cours des 15 dernières années. Il y a un moment, il faut être raisonnable. Donc je pense que organisationnellement, il faut endiguer le flux, challenger aussi un petit peu les choix. Donc c'est un peu complémentaire de la démocratisation de la donnée. Oui, on vous l'amène, mais on l'a sélectionnée. Donc voilà, elle est de qualité. Et puis la réponse managériale, tout ça c'est juste, je trouve ça très très bien vu. Et moi, ce que je fais beaucoup avec mon équipe, c'est un effort de... je prends le contre-pied de la complexité. Donc effort de simplification permanent, définis-moi le succès. Alors vous allez me dire, bah, la vente, bien sûr, le chiffre d'affaires. Bon, on sait tous que closer, c'est aussi des étapes intermédiaires. Et puis on a tous des projets transverses un peu complexes. Quand on est sur des métiers SalesOps, ben, le succès, à quoi ressemble le succès ? Ah, bah, c'est que j'ai réussi à faire ça. Très bien. Comment tu le mesures ? Ah, bah, je peux faire ça, ça, ça et ça. Non, non. Tu n'en choisis qu'un. Et ça aussi, ça donne une colonne vertébrale. Ça donne une ossature ultra simplifiée. Oui, bien sûr, c'est réducteur. On ne va pas pouvoir résumer l'intégralité de l'effort commercial par 7 indicateurs. C'est un choix et on l'assume. Mais au moins, on concentre les efforts, on concentre l'analyse et surtout, on aligne l'organisation sur ces KPI. Et ça aussi, c'est très puissant. Donc oui, effort de simplification, c'est hyper important. Merci. Est-ce qu'on a une autre question ? Bonsoir, merci à toutes. Je m'appelle Linda. Avant que SalesOps, ce nouveau métier arrive, c'était le marketing et le sales commercial qui travaillaient ensemble. Donc le marketing capturait la donnée. En tout cas, avec Laetitia chez Groupon, à l'époque, on travaillait et le marketing et SalesOps et le sales commercial. Et j'aimerais savoir aujourd'hui un petit peu comment vous travaillez avec le marketing, parce qu'on n'en a pas entendu parler ce soir. Et voilà, merci. Oh là là, je te laisse, Clémentine. On les adore. T'auras plus de budget pour faire des événements, Pauline. Non, mais alors tout à fait, c'est une énorme omission de ma part. Moi, je ne vivrai pas sans mon marketing. Et en fait, je pense que le marketing, ils ont des approches complètement data-driven aussi. Hein, donc, ils traquent toutes leurs initiatives, qu'elles soient en continu ou que ce soit des événements, voilà, ce genre de choses. Et voilà. Donc, du coup, je pense qu'on travaille d'autant mieux qu'on définit des KPI communs de réussite sur tel événement, sur telle initiative, sur telle prise de parole, etc. Et je trouve que la data permet d'aligner les feuilles de route des différents métiers. Donc je trouve ça très intéressant. Et donc voilà, au quotidien, pour répondre à ta question. De mon côté, j'ai vu plusieurs cas de figure. C'est en fonction de boîte. La collaboration entre le marketing et les autres fonctions émergentes comme SalesOps est différente en fonction de la boîte. Par exemple, chez Salesforce, on va plutôt parler de marketing produit, de marketing fonctionnel, et la partie de campaigns va être faite par Sales Programs. Ma boîte précédente, mon entreprise précédente, c'était le SalesOps intervenait à partir du moment que l'opportunité était devenue un peu plus sûre. Donc c'est le marketing fonctionnel qui s'occupait de la prospection, de la création des campaigns. Et on arrivait à avoir des prospects. Le commercial interagissait avec ses prospects, il créait une opportunité parce qu'il disait oui, on a un projet, il y a un budget derrière, donc on va faire une opportunité. Et c'est à ce moment que le SalesOps commençait à traiter la data. Mais jusqu'au moment où c'était une vraie opportunité, une vraie affaire, un business, les gens discutaient vraiment que peut-être on va clôturer cette affaire, c'était le boulot de marketing, c'était le travail de marketing de cette prospection, de création de campaigns, c'était un funnel, oui, exactement.
Donc c'est vraiment pareil, comme c'est une fonction émergente, il y a des entreprises où il n'y a pas le sales ops, donc c'est le marketing qui va faire. C'est une définition après qui est donnée par la direction et l'organisation de l'entreprise. Nous, pour reprendre l'organisation Sharingover, par exemple, donc nous, la partie marketing, elle gère aujourd'hui déjà la partie growth. Donc la partie growth, c'est toute la génération de leads, ce qu'on appelle de l'inbound ou de l'outbound d'ailleurs, parce que ça va être aussi comment je donne la base de données qualifiée, donc ce qu'on appelle des MQL avant qu'ils deviennent SQL, à des commerciaux demain, pour qu'ils puissent les contacter et les joindre rapidement et les transformer sur tous les deals. Donc il y a la partie growth, il y a la partie brand, c'est-à-dire la marque, l'image de marque. Vincent, qui a organisé cet événement, est parfaitement à même de pouvoir en parler, puisque c'est grâce à lui qu'on fait ce type d'action. Donc, vraiment l'image de marque de la société. Il y a le SEO aussi, qui est très important. Et puis, il va y avoir la partie dev. Donc là-dedans, on voit qu'il n'y a pas de process et il n'y a pas d'outils. Ça, c'est plus ce que l'on retrouvera du coup chez les ops. Néanmoins, nous, le marketing chez nous, c'est lui qui définit qui est notre persona idéal, qui est notre cible. Donc ce qu'on appelle le Target Addressable Market, je ne sais pas si ça vous parle, le TAM, c'est-à-dire c'est vraiment les cibles. En fait, je vais aller sur qui aujourd'hui, je vais aller sur quoi, c'est quoi ma verticale métier, est-ce que je dois plus aller sur des petits comptes, sur des comptes moyens, sur des grandes entreprises, c'est quoi aujourd'hui ma cible idéale et les personnes vers lesquelles je dois en tout cas créer un contact et un lien. Donc ça, c'est le marketing qui le pousse. C'est le marketing en fait qui inspire, et ensuite c'est la partie sales ops qui exécute, qui implémente et qui de manière très opérationnelle va mettre en place cette fameuse rigueur organisationnelle dont on parlait tout à l'heure. Prochain sujet de talk, alignement sales et marketing. Non, mais en vous écoutant, je me rends compte à quel point... Je crois que j'ai un micro qui bug. Non, c'est bon. Ok, merci. Une autre façon de voir le truc, je pense, c'est de dissocier la maturité de l'activité commerciale. Soit vous êtes en hunting, soit vous êtes en farming. Et je pense que là, ce qu'on a beaucoup décrit, c'est du hunting. C'est-à-dire vraiment le marketing comme support à la croissance et à la prospection. Et effectivement, la définition des cibles, etc., très important. Quand vous avez un book de clients qui est bien établi et que vous êtes plutôt dans une logique de partenariat long terme avec ce book de clients, du coup, un peu de... Voilà, moi j'appelle ça du partenariat. Et que, au fond, les projets que vous menez avec vos clients, c'est plus de la transformation. Le marketing va jouer un rôle très différent. Il va aider à communiquer avec l'ensemble d'un marché autour de thématiques clés pour que l'ensemble du marché puisse continuer à mûrir sur des problématiques. Ça peut très bien être par exemple des événements autour de l'intelligence artificielle, si on décide d'en faire un. Mais ça peut être, il y a tous les ans, il y a quand même des inflexions dont on se dit, bah oui, le digital, etc., ça évolue vite, et donc comment j'aide mes commerciaux à porter ce message pour pousser les entreprises à continuer à se transformer. Souvent, ces événements at scale, donc à grande échelle, sont vraiment des aides précieuses, et souvent le marketing nous aide à faire ça. Donc moi, je dissocierais plutôt en termes de qu'est-ce qu'on cherche à faire avec le marché de destination, mais oui, beaucoup d'aide à la prospection aussi. Merci. On a une autre question juste là. Bonjour. On voit avec tous les métiers d'Ops l'émergence de Rêve, Business Ops, tout ça. Et il y a aussi le Sales Enablement qui émerge aussi, dont on ne parle pas beaucoup, qui est beaucoup plus connu aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment ils s'intègrent avec les Sales Ops? Quel rapport ils vont avoir avec eux? Oui, c'est un sujet super intéressant et ça dépend beaucoup de toutes les boîtes. Pareil. Là, chez Salesforce, moi, dans mon métier des Sales Programs, je touchais la partie de enablement parce que je n'avais pas un business partner qui était enablement. Et donc, ça m'arrivait de faire des programmes où aussi, je faisais la partie enablement parce qu'il n'y avait pas qu'il à faire. Dans la boîte précédente, pareil, c'était une entreprise petite, il n'y avait pas la fonction. Exactement quand je suis partie, ils ont embauché quelqu'un pour faire le enablement. Et maintenant, je suis chanceuse, il y a quelqu'un qui va venir à partir de la semaine prochaine. Donc là, on va diviser notre organisation entre le enablement qui va vraiment s'occuper de la montée en compétence des commerciaux sur certains sujets assez précis, comme par exemple, je ne sais pas, la relation avec les autres fonctions comme le deal desk, des gens qui s'occupent des quotas.
ou d'autres types de sujets, la montée en compétence sur certaines solutions. Et moi, en tant que sales, pas sales ops, mais sales programs, je vais m'occuper de l'analyse de tout ça, donc de l'analyse de toutes les opportunités, toutes les affaires que les commerciaux ils vont générer après qu'ils ont été montés en compétence par les équipes enablement. Donc c'est vraiment une collaboration hyper étroite qui, encore une fois, ça dépend beaucoup de budget que l'entreprise est comment ça se dit, prête à investir dans les fonctions support, pour les fonctions support, les business partners des commerciaux. Moi, le Sales Enablement, c'est mon persona de base, puisque je rends du coup Sales Navigator. Enfin, c'est un des personas qui est très important pour le succès des programmes. Et c'est une fonction qui est, à mon avis, pas assez investie. Surtout dans une ère où, en fait, il faut garder les bonnes personnes, leur faire faire les bonnes choses. Donc voilà, j'espère que l'IA va les aider aussi derrière. Mais c'est des super partenaires de business. C'est souvent eux qui implémentent les programmes CRM, les programmes d'efficacité commerciale aussi. Voilà. C'est à distinguer peut-être des go-to-market qui, eux, sont sur le sujet. En tout cas, c'est comme ça dans les sociétés où j'ai travaillé. Et c'est une question extrêmement pertinente parce qu'à chaque fois que j'échange avec des sales ou en tout cas des homologues, tout le monde est à la recherche d'un coach, d'un mentor, de quelqu'un qui nous inspire, qui nous drive, qui nous fait monter en compétences. On sait qu'aujourd'hui, on ne peut plus, entre guillemets, donner cette responsabilité à 100% à notre manager, parce que soit il n'a pas le temps de le faire, soit effectivement, c'est parfois au-delà de ses compétences par rapport, en tout cas, moi, à mes leviers de motivation. Et donc, le Sales Enablement, pour moi, en tout cas, manager, donc nous, on en a un chez nous, mais c'est effectivement une fonction qui a été récemment prise et occupée. Ça a été un vrai enjeu, quoi. Comment est-ce qu'à un moment donné, je peux, moi, en tant que manager, du coup, commercial, ok, donner un peu la responsabilité à un tiers pour pouvoir former, accompagner et motiver mes équipes aussi. Donc moi, je continue de les manager, mais lui est vraiment un coach inspirant au quotidien. Il anime des formations, des trainings, des sessions de prospection. Donc effectivement, on travaille vraiment en complémentarité. Et j'avais assisté à un événement récemment d'ailleurs animé par iSpot à Paris, je crois d'ailleurs où j'avais une super animatrice ici présente. Et du coup, là, j'ai vraiment découvert en plus à quel point c'était peu utilisé en France et tellement utilisé aux US. Et en fait, on a un long chemin là à parcourir avant d'arriver à ces niveaux d'excellence et d'exigence. Mais en tout cas, c'est déjà bien de se poser la question. Et c'est déjà bien effectivement d'être orienté vers ce type de fonction. Moi, j'adore et je trouve que c'est très complémentaire avec une équipe commerciale. Est-ce qu'on a une dernière question? Ouais, deux dernières questions. Merci beaucoup pour cette discussion ce soir. Moi, je suis Sales Ops par mes fonctions, donc je suis un peu biaisé dans ma question. Je trouve qu'on a beaucoup parlé de données, et par mes fonctions, j'ai tendance à avoir très foi en la donnée pour la prise de décision. Ma question va dans le sens inverse. Où s'arrête la donnée dans la prise de décision? C'est-à-dire, où est-ce qu'on doit savoir s'arrêter et dire « Ok, la donnée me dit quelque chose, mais peut-être que ce n'est pas ce que je pense percevoir ». J'adore. Donc, le contre-pied de la soirée, c'est parti. Comment je démontre l'inverse de ce qu'on a dit depuis le début. Non, mais alors peut-être une façon de répondre, et j'apprécierais des petits compléments peut-être à ma gauche. Je pense que la donnée, c'est de l'aide à la décision, mais c'est pas la décision. Donc la donnée, elle est claire, elle permet de factualiser, elle permet peut-être de détecter des choses qu'on n'avait pas vues, elle permet d'avoir une vision d'ensemble, elle est plus exhaustive, elle est holistique, etc. etc. Moi, dans le processus commercial, ce que j'aime beaucoup, pour finalement prendre ma décision, et je ne prends pas de décision au sens là, c'est d'avoir le retour terrain de mes commerciaux. Voilà, je pense que leur force, et on a beaucoup insisté là-dessus, ils vont y passer du temps, ils sont en contact des clients, et la donnée, elle ne fait pas tout. Il y a une partie quali que la donnée ne reflète pas. Alors, on peut avoir des scorings de sentiments, état de l'humeur, mais quand même, il y a un moment, la relation, c'est du quali, la dynamique organisationnelle des clients avec lesquels on travaille, donc le décryptage des organisations, des processus de décision, peut-être des oppositions qu'on peut avoir au sein de nos clients parce que c'est des entreprises complexes, tout ça, il faut un regard quali pour l'intégrer dans nos stratégies, dans nos décisions.
alors je vais utiliser un mot encore un peu fluffy, mais la readiness en fait d'un client, c'est un combo entre une partie data qui nous indique quelque chose de la maturité du client et lequel remonte le commercial. Et pour moi, c'est absolument indispensable. Ouais, moi, je parlais du facteur émotionnel aussi. Donc, effectivement, on a plein de data, on n'a pas toujours toutes les data, on en a parfois trop. On a des critères de décision, donc MEDDIC, Bound pour qualifier les deals, par exemple. Mais en fait, la question ultime moi, que je pose en forecast, c'est quoi ton gut feeling? Et je demande à mes sales d'être ultra parano, parce qu'en fait, on est quand même dans des environnements macroéconomiques qui changent énormément. Aujourd'hui, les comités de décision, c'est 11 personnes. On ne sait pas qui prend la décision au final, même si on pense qu'on sait qui signe, on sait où il est physiquement, on l'a ciblé, on l'a géolocalisé. Mais non, en fait, on ne sait pas. Donc voilà, le gut feeling, donc destruction de tout ce qu'on vient de dire. Oui, et puis je pense que le maître mot de tout cela, c'est l'alignement. Donc l'alignement, entre guillemets, au sein même de cette entreprise, donc top-down toujours, et puis en fonction des différents départements. Je prends le parallèle aussi avec un manager commercial. J'ai aussi mis une info demain pour pouvoir avoir une information sur la productivité d'un membre de mon équipe. Est-ce qu'il a atteint son MRR ce mois-ci? Combien de calls il a passé en sortant, en entrant? Quel est le temps moyen de communication? Est-ce qu'il y a eu un message vocal déposé ou pas, ou reçu? Combien est-ce qu'il a d'opportunités nouvelles qui ont été créées cette semaine? Quelle est la valeur de ce... Moi aussi, j'ai plein d'informations. Mais à un moment donné, je consulte effectivement les autres départements. On regarde aujourd'hui quelles sont les métriques essentielles qui vont avoir un poids. Encore une fois, c'est pour ça qu'on parle de la valeur de cette donnée aussi, c'est-à-dire l'impact que ça va avoir sur mon business. Il y a énormément d'informations qui ne serviront finalement à rien ou pas grand-chose. Et c'est pas grave, on est OK avec ça. Donc du coup, comment est-ce qu'avec les autres départements on s'aligne et quelles métriques je vais choisir et donc du coup, quelle data en découle? C'est plus partir des KPIs et ensuite en fonction des KPIs qui ont été poussés, quelles données je vais mettre en parallèle. Je crois qu'il y avait une autre question un peu plus haut. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour ces discussions. C'était hyper intéressant. Je voulais rebondir sur le dernier point que vous avez évoqué, qui était la mesure du succès de la démarche et de la collaboration entre le Sales Ops, le Revenu Ops et l'équipe commerciale, le département commercial. Vous avez parlé de l'optimisation et de la réduction des tâches à faible valeur ajoutée, notamment beaucoup via l'IA. Mais c'est quoi les autres vecteurs de réussite de la collaboration en fait, entre les Sales Ops, les Revenu Ops et les Sales, pour vous? Alors moi, personnellement, je commence. Nous, du coup, on a des processus d'évaluation annuels. Hein. Du coup, on fait des feedbacks sur chacune des fonctions, on fait des surveys, etc. Le facteur de succès, c'est quand même de façon très très tangible. Est-ce que est-ce que tous les books ont réussi? Est-ce que le forecast est précis, à plus ou moins telle variable, etc. Donc, c'est vraiment hyper tangible pour le coup. Je vois ça. Oui, moi je vois pareil, c'est les chiffres. On a dit tout à l'heure que ce n'est pas nécessairement la donnée, mais oui, c'est les chiffres qui parlent. En tant que DevOps ou comme Sales Programs, on a aussi des targets sur les résultats des commerciaux par rapport à l'influence que nous on a sur leur travail. Donc si on atteint ces résultats, c'est comme ça qu'on définit le succès, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, how good looks like. Et c'est comme ça qu'on définit le succès, c'est par rapport à atteindre des résultats et des objectifs qu'on se met au début de l'année, au début du quarter, au début du semestre. Dans votre question, j'ai aussi entendu autre chose, qui était des facteurs clés de succès dans la collaboration avec les équipes. C'est une très très bonne question, donc tout ça on le fait aussi. Et je pense aussi qu'à un moment donné, le juge de paix qui fait qu'on va s'aligner, c'est de revenir aux besoins du client. La customer centricity, encore un beau terme en français, mais notre capacité à se dire, ok, on a beaucoup travaillé sur le book, le portefeuille, on avait nos KPI intermédiaires, on s'était dit, allez, ce quarter, on craque ça. Bon, ben, à un moment donné, qu'est-ce qu'il nous dit le client? Il est content, il n'est pas content? Est-ce que finalement on a bien collaboré au service du client? Parce que tout ça, c'est des fonctions qui... Et donc ça, ça se mesure je pense, au moins de deux façons. Donc la première façon, c'est la CSAT, Customer Satisfaction. Alors nous, on n'a pas des processus super agiles, on fait ça une fois par an, donc le reste du temps, on est un peu blind. Bon, on aimerait bien avoir des trucs un peu plus réguliers, mais enfin, quand un client n'est pas content, vous le savez, hein, en général. Et puis sinon, Ringover vous le dit. Donc,
Donc, mais il y a quand même ce sujet-là d'avoir une voix tierce, la voix externe, la personne qu'on est censé servir. Et aussi, la deuxième chose que moi j'aime bien regarder, mais c'est un peu plus compliqué, parce que ça, pour le coup, il faut être très très profond dans la relation avec le client, c'est la valeur qui a été créée par le client telle qu'elle est perçue par le client. Et je parle de valeur économique. Nous, on vend du média, hein, donc le média, il sert un but pour le client qui est lui-même de vendre. Donc à un moment donné, est-ce que son investissement lui a rapporté autant que ce qu'il espérait? Est-ce que c'était rentable? Et est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il le perçoit dans son PNL? Et je trouve que c'est un peu plus complexe, bien sûr, comme chemin, parce que ça veut dire qu'on a des discussions assez tangibles avec le client autour de la valeur créée. Hein, donc, cost center versus profit center, c'est toujours intéressant. Mais quand le client dit « grâce à vous, j'ai généré X% de chiffre d'affaires en plus et je les aurais jamais eu si j'avais pas investi chez vous », je trouve que là, on peut se dire qu'on a bien collaboré avec l'ensemble des équipes internes. Donc moi, j'aime bien prendre l'angle externe. Déjà, merci à toutes les 5 pour la qualité de ce talk. C'était vraiment passionnant. On vous donne juste encore 2-3 petites infos et après on vous laisse partir au cocktail. Déjà, on est quasiment 200 ce soir. C'est assez ouf. C'est notre plus grosse soirée. Merci. Et le deuxième point, c'est on n'a jamais eu autant d'hommes à nos soirées. Et merci. Bien consciente avec Jade que nous ne pouvons poursuivre notre mission que grâce notamment aux hommes qui sont nos alliés, je ne veux pas y arriver, ça ne veut pas sortir de ma bouche, qui sont nos alliés, pardon, j'y crois profondément, et que c'est vraiment cette collaboration entre nous toutes et nous tous qui feront qu'on arrivera à ce but-là tous ensemble. Donc merci à tous les hommes qui sont venus ce soir, merci bien entendu aux femmes qui sont venues ce soir, et je laisse encore Jade vous dire 2-3 petits mots et on terminera. Oui, merci beaucoup à tous et à toutes. Moi, je voulais vous dire un petit mot pour les femmes qui sont là ce soir, pour vous rappeler parce qu'il y en a beaucoup qui sont là et qui ne sont pas encore sur la discussion Slack, mais qu'on parle tout ensemble. Ça parle tous les jours. Hein, il y a plus de... Là, maintenant, on doit être à... Ah, il n'y a plus de micro. Si, c'est bon. Plus de 25 000 messages qui ont été échangés depuis février, donc on discute beaucoup. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre via la page LinkedIn, c'est facile, via le site internet. La deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui nous demandent comment elles peuvent nous aider, parce que comme on vous l'a dit au tout début, on n'est que toutes les deux pour organiser tous les événements, pour la partie community, pour la partie exécutive. Donc si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à poster sur les réseaux sociaux, à nous taguer, à dire que vous avez passé une super soirée, à poster la photo de la soirée. Et... Seulement si vous avez passé une bonne soirée. Bon, même si vous n'avez pas passé une bonne soirée, postez, parce que sur LinkedIn, parce que du coup, c'est de là que part aussi tout le réseau. C'est là qu'on va réussir à toucher beaucoup plus de monde. Donc, si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à le faire. Et la dernière chose, c'est on va vous prendre encore 30 secondes. On voudrait que tout le monde essaye de se rassembler au milieu pour qu'on prenne une très belle photo de cet événement et que vous puissiez ensuite tous la poster sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci.